En 1980, dans l'état du Minnesota, une mère et sa fille vont se faire enlever en pleine journée. Qu'est-ce que veut ce ravisseur et qui est-il surtout? C'est ce que l'on va découvrir dans l'affaire d'aujourd'hui. Nous sommes en mai 1980 à Roseville, qui se situe dans l'état du Minnesota. Nous avons Mary Stauffer, elle a 36 ans et elle est également professeure de mathématiques. Elle est mariée avec un pasteur nommé Irv Stauffer et tous les deux ont eu 2 enfants, Bess, 8 ans, et Steve, 6 ans. Toute la famille est très impliquée au niveau de l'église, puisque bien sûr Irv est pasteur, mais également parce que Mary et Irv sont tous les deux des missionnaires chrétiens. Ils viennent justement de revenir d'une mission de plusieurs années qui se produisait aux Philippines. Ils viennent juste de revenir aux États-Unis et ils n'ont pas l'intention d'arrêter maintenant, ils veulent justement y retourner pour 4 nouvelles années. Donc là, toute la famille se prépare au grand départ. Nous sommes maintenant le 16 mai 1980 et Marie est en plein préparatif. Donc c'est vrai que là, il y a les cartons qui commencent à tous s'entasser dans la maison. Elle essaie de s'organiser au mieux pour les 4 années qui vont suivre. Et elle décide justement ce jour-là d'emmener ses 2 enfants chez le coiffeur. Elle va commencer en premier avec Steve qui va se rendre chez le coiffeur durant la matinée. Et par la suite, l'après-midi, ça va être au tour de Bess. Et pour cet après-midi-là, Marie décide de se faire coiffer avec Bess. Donc elles y vont toutes les deux. Et ça va vraiment être une après-midi entre mère et fille à se faire coiffer, à en profiter avant le grand départ. Tout va bien se passer. Elles vont sortir du salon de coiffure vers environ 16h30. Elles vont être donc sur le parking, elles se dirigent à la voiture. Et arrivée au niveau de la voiture, Marie commence à déverrouiller la porte du côté passager. Et elle voit qu'il y a un homme qui commence à s'approcher rapidement d'elle. Et dans sa tête, elle se dit, c'est peut-être un homme qui a besoin d'un renseignement ou d'un service. Donc elle ne s'inquiète pas plus que ça. L'homme arrive au niveau de Bess, donc vraiment à sa hauteur, et à ce moment-là, il sort une arme, et il dit à Marie « J'ai besoin de faire un tour ». Marie, elle ne va même pas chercher à négocier, elle va directement tendre ses clés, elle va lui dire « D'accord, pas de problème, prenez la voiture, prenez tout ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal ». L'homme va lui dire que non, il veut pas la voiture, il veut qu'elle le conduise. Donc en fait, il va faire remonter dans la voiture Marie au niveau conducteur, Bess derrière, et lui va s'installer au niveau passager. Et là, elle va essayer quand même de lui parler. Elle va lui demander, elle va lui dire « Est-ce que vous avez peut-être un problème? Peut-être que je peux vous aider ?» Il va directement lui répondre « Tais-toi et conduis ». C'est ce qu'elle va faire. Elle va donc prendre la route. Ils vont conduire jusqu'à une zone boisée. À ce moment-là, le ravisseur va lui demander de s'arrêter. Il va faire sortir Marie et Bess de la voiture. Il va leur mettre du ruban adhésif sur la bouche et il va les ligoter ensemble. Puis il va les placer dans le coffre de cette voiture. Il ferme donc le coffre et à ce moment-là, le ravisseur devient le conducteur. Il prend la route à nouveau, il roule encore et encore, mais sur la route, il entend quand même Bess et Marie qui font du bruit au niveau du coffre. Donc là, il décide de s'arrêter dans un quartier résidentiel. Il n'y a pas vraiment en fait du monde dans ce quartier, donc il s'arrête ici, il se dit que personne ne le verra de toute façon. Il s'arrête, donc il sort de la voiture et il se dirige au niveau du coffre. Il ouvre ce coffre, et là on sait qu'il va placer la roue de secours sur les 2 femmes. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment compris la raison. Mais en tout cas, il est en train de s'occuper à faire ça. Et ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il y avait 2 enfants qui étaient également présents dans le quartier et ils étaient en train de jouer. Les 2 enfants sont devant la voiture. Donc ils voient pas forcément ce qui se passe. Et un des 2, qui s'appelle Jason Wickman, 6 ans, lui est un peu plus curieux et il décide d'aller voir ce qui se passe dans ce coffre. Il se dirige tout doucement et arrivé à ce niveau-là, il commence donc à voir Bess et Marie qui sont ligotées dans le coffre, et il a à peine le temps de réagir que le ravisseur le saisit et le jette dans le coffre avec les 2 autres femmes, puis il referme ce coffre. Là, l'autre enfant est toujours devant, donc lui il n'a pas vu ce qui s'est passé derrière, mais il a quand même vu son ami, il a vu que le ravisseur saisissait son ami et le jetait dans le coffre. Donc directement lui s'est enfui en courant le plus rapidement possible pour aller voir ses parents. C'est ce qu'il va faire et il va pouvoir dire directement ce qu'il s'est passé. La personne qui donc a enlevé Marie, Bess et Jason va rapidement remonter au niveau conducteur et il va partir en trombe et va reprendre la route. À ce moment-là, on sait qu'il va conduire encore un petit moment. Il va finalement s'arrêter dans une zone boisée, vraiment très isolée. Il va à nouveau ouvrir ce coffre
il va cette fois se saisir juste de Jason. Et il va se saisir également d'un objet métallique. On ne sait pas vraiment si c'est une barre métallique ou peut-être également un cric, ça pourrait être les deux. Il va donc refermer le coffre, laisser les femmes à l'intérieur et lui il va partir plus loin dans les bois. À ce moment-là, il va battre à mort Jason et le laisser là et repartir. Il reprend la route, encore une fois, il continue à rouler et il va cette fois-ci s'arrêter sur un parking qui est complètement désert. Il y a juste une camionnette qui est stationnée également ici. Il va s'arrêter et il va se saisir de Bess et Marie et il va les amener jusqu'à cette camionnette. Donc c'est vraiment une camionnette sans fenêtre. Enfin, je pense que vous voyez le genre de camionnette dont je veux parler. Il y a un pare-brise bien sûr, il y a des fenêtres au niveau passager et conducteur et il n'y a aucune fenêtre que ce soit au niveau du coffre. Donc personne ne peut voir les femmes qui sont à l'intérieur. Lui va donc reprendre la route avec cette camionnette, abandonner la voiture de Marie sur ce parking. Il va continuer et il va s'arrêter une nouvelle fois dans un magasin d'électronique. Il faut savoir que ce magasin lui appartenait. Il va bander les yeux des deux filles et il va les amener à l'intérieur. À ce moment-là, il va les autoriser à utiliser les toilettes. Il va également leur proposer un jus de fruits. Après ça, il va les replacer dans cette camionnette. Ils vont repartir à nouveau pour faire un dernier arrêt qui sera vraiment le final. Et ce sera dans une maison. Arrivé dans cette maison, le ravisseur se saisit de Bess et Marie et il les amène jusqu'à un petit placard. Donc ce placard, c'est vraiment un endroit, donc il n'y a rien. Je ne sais pas comment vous expliquer exactement, mais il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de vêtements, ce qui pourrait être une fonction principale d'un placard. Il est complètement vide, excepté qu'il y a des couvertures qui ont été mises au sol et également des coussins. On sait également que ce placard, on peut le fermer de l'extérieur, donc il est verrouillé, mais la poignée intérieure a été retirée. Déjà tout ça, ça montre qu'il y a eu possiblement une préméditation. Le placard était déjà prédestiné à accueillir quelqu'un, dans un but qui n'était pas vraiment positif, si on peut le dire ça comme ça. Chez les Stauffer, l'inquiétude grandit de plus en plus. Il est environ 20h30. La belle-sœur d'Irv vient juste d'arriver parce qu'il y avait un dîner qui avait été organisé et prévu, sauf que Marie et Bess ne sont toujours pas rentrées. Et là, il commence à se dire qu'il fait quand même nuit, il est 20h30, ça fait un bon moment qu'elles sont parties, et donc il appelle le salon de coiffure pour savoir si elles y sont toujours. Un des coiffeurs va répondre et il va expliquer que non, elles sont bien venues, mais elles sont parties aux environs de 16h30, et qu'après eux, ils n'ont pas eu de nouvelles. Là, il commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas normal. Il va donc avoir le réflexe qu'on va tous souvent avoir quand on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, il va appeler directement tous les hôpitaux pour savoir. Il se dit peut-être qu'elles ont eu un accident, peut-être que quelque chose de grave s'est passé. Donc il va appeler tous les hôpitaux de la région. Et là, aucun hôpital ne peut répondre positivement à sa requête puisqu'on n'a pas reçu ni Bess ni Marie dans un des hôpitaux. Là, il va commencer à se poser des questions et finalement, durant la nuit, il va se décider à appeler la police pour reporter donc la disparition de sa femme et de sa fille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les policiers n'ont pas forcément pris l'affaire très au sérieux dès le début. Premièrement parce qu'ils se disent c'est probablement une dispute familiale, vu que c'est une mère et sa fille, peut-être qu'elle a eu une dispute avec son mari, elle a décidé de partir parce qu'elle était énervée, elle ne donne pas de nouvelles parce que voilà, elle veut un peu lui faire payer la dispute, et puis elle reviendra plus tard. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'ils ont reçu un avis de disparition concernant Jason Wickman. On sait qu'il a été enlevé par un homme. Et donc là, pour eux, ils se disent que cette affaire est quand même plus inquiétante. Et surtout, même si le petit garçon a vu que son ami s'était fait enlever, il n'a pas vu, lui, le coffre. Donc il ne savait pas qu'il y avait deux autres personnes qui étaient présentes à l'intérieur. Donc le rapprochement entre les deux affaires n'est absolument pas fait. Pour eux, c'est deux histoires totalement différentes. Le lendemain matin, les policiers vont commencer à fouiller la zone, là où on a enlevé Jason. Donc ils fouillent toute cette zone, ils n'arrivent pas à retrouver Jason, mais ils vont faire une autre découverte. Ils vont découvrir une plaque d'immatriculation. Et là, ils vont comprendre, ils vont faire enfin le rapprochement, que cette plaque d'immatriculation, c'est celle de Marie. Et donc là, le lien va enfin être établi. Parce qu'il y avait la coïncidence était trop grande, que exactement là où Jason s'est fait enlever, on retrouve la plaque d'immatriculation d'une mère qui a disparu. Là, il commence à se dire, en fait, que le ravisseur est une seule et même personne. Et grâce au témoignage du petit garçon précédemment, on va pouvoir établir un portrait robot pour résoudre ces deux affaires. On retourne du côté de Bess et Marie, elles viennent de passer toute la nuit dans le placard et elles ne savent toujours pas qui est cet homme et surtout ce qu'il veut. Finalement, ce lendemain matin,
L'homme va ouvrir la porte du placard, il va juste se saisir de Marie. Il va l'amener dans une pièce, il va l'attacher à un meuble pour éviter qu'elle ne s'enfuit. Il va se saisir d'une caméra et il va commencer à filmer tout ce qu'il va dire. Donc ça ressemble presque comme un entretien. Il va commencer à parler de lui, et là il va enfin dire son nom. Il explique qu'il s'appelle Ming Zenshu, il a 29 ans. Et ce nom ne dit absolument rien à Marie. Et ça semble vraiment contrarier Ming. Et là il va lui rappeler. Il va lui dire, vous vous rappelez, vous avez été professeur de mathématiques il y a très longtemps. Donc là elle se rappelle, et il lui dit, vous avez eu un élève qui était très investi et vous lui avez mis un B. Et là d'un coup elle se rappelle de cet élève. Et là il lui explique tout. Il lui dit, voilà, vous m'avez mis un B, moi j'avais le béguin pour vous il y a très longtemps. Mais ce B a fait que ça a ruiné totalement tout mon dossier scolaire. Donc à cause de ça, je n'ai pas pu avoir de bourse universitaire. J'ai dû finalement partir faire l'armée. J'ai été fait prisonnier de guerre au Vietnam. Donc en fait, il lui dit que sa vie n'a pas été ce qu'il lui aurait voulu souhaiter, enfin ce qu'il avait souhaité, et que tout ça c'est de la faute de Marie. Ce que Marie ne sait pas, c'est que la plupart des choses qu'il va raconter sont des mensonges. Effectivement, il a bien eu un B, c'est vrai, mais ça n'a absolument pas complètement gâché son dossier scolaire, puisque Ming, c'était un des meilleurs élèves de son lycée. Donc c'était pas un B qui allait tout gâcher, et il est allé à l'université. Mais c'est seulement qu'il l'a arrêté, c'était sa propre décision. Et il n'a jamais fait l'armée, il n'a jamais été prisonnier de guerre ou quoi que ce soit. Il a finalement même ouvert un magasin d'électronique dont il est le propre patron. Donc il n'est pas tombé dans un désespoir ultime, sa vie n'a pas été gâchée à cause de Marie. On pense qu'il utilise déjà ça pour justifier peut-être auprès de lui-même ses actes, pour justifier auprès de Marie, et peut-être également pour créer un sentiment de culpabilité. Peut-être qu'elle le déteste moins et qu'elle se dise « d'accord, c'est vrai que j'ai une part de responsabilité », ce qui est complètement malsain. Après des heures d'enregistrement, Ming va finalement s'attaquer à Marie et il va la violer. Il va la violer à plusieurs reprises pendant le séjour. Il ne s'attaquera jamais à Bess, toujours à Marie. Au bout de quelques jours, il va commencer à se plaindre et il va dire à Marie qu'il ne veut plus seulement avoir le côté sexuel avec elle, mais qu'il veut avoir une vraie relation. Donc il veut qu'elle lui montre de l'affection, qu'elle lui montre vraiment qu'elle l'aime, que voilà, un vrai couple. Et Marie va lui répondre qu'elle ne peut absolument pas faire ça puisqu'elle a fait une promesse devant Dieu, elle a promis qu'elle n'aimerait que son mari, donc elle peut pas répondre positivement à ça. Et ça ne va absolument pas plaire à Ming. Directement, il va se saisir d'un sac poubelle qu'il va mettre sur la tête de Bess, devant les yeux de Marie, et il va lui demander si elle a déjà vu quelqu'un suffoquer. Marie comprend qu'elle n'a plus le choix, et elle va l'embrasser pour que ça le calme. Ça va marcher, il va retirer le sac poubelle, et il va arrêter de menacer Bess à ce moment-là. Au bout du 10e jour, Ming va commencer à vraiment relâcher la pression au niveau des filles. Il va les autoriser à se balader dans la maison lorsque lui est présent. Donc elles ont le droit maintenant d'aller prendre une douche, elles peuvent accéder aux toilettes par elles-mêmes, toujours sous surveillance certes, mais au moins elles ne sont plus juste enfermées dans le placard. Et il va commencer, lui, à reprendre sa vie, donc il va retourner au boulot durant la journée. Parfois il va même mettre Bess dans le coffre de sa camionnette toute la journée, donc elle est attachée toute la journée dans cette camionnette. Et puis il va essayer d'établir une sorte de relation familiale. Donc dans sa tête, voilà, il voulait vraiment être un peu comme le père de Bess, et puis être le compagnon de Marie. Et ce qui fait qu'elles, dans leur tête, elles se disent qu'il vaut mieux agir comme ça et gagner sa confiance. Comme ça leur permettra d'avoir une plus grosse facilité pour s'échapper peut-être un jour, ou au moins d'avoir plus de liberté. Et ça va être au point où lui va rentrer du travail, Marie va cuisiner pour lui, il va lui raconter sa journée, il va même acheter des jeux de société à Bess, lui donner du surnom. Donc il essaie vraiment d'instaurer cette... Ouais, je pense que de point de vue extérieur, si on voyait ça, on penserait que c'était une famille classique. Mais lorsqu'on sait la réalité des choses, c'est très très malsain. Au bout d'un moment, Ming va même décider de partir en vacances familiales. Je mets entre guillemets bien sûr, puisque ce ne sont pas vraiment des vacances, mais dans la tête de Ming, c'était ça. Il leur proposait de partir en vacances avec lui à Chicago. C'est ce qu'ils vont faire. Il va louer un camping-car, les filles vont être placées dans le camping-car avec lui, et lui doit se rendre au salon du travail, qui se trouve donc à Chicago. Il va les laisser à l'intérieur du camping-car lorsque lui s'y rend. Mais par contre, il va quand même les amener avec lui lorsqu'il va se rendre dans un centre commercial. Donc elles sont pour une des premières fois à l'extérieur, tous les trois, sous les yeux de tout le monde. Après, il faut savoir que ce n'est pas le même état, donc l'affaire n'est pas aussi médiatisée à Chicago qu'elle n'est dans l'état du Minnesota. Et également, lorsque l'on regardait de loin, il n'y avait pas d'inquiétude. Il ressemblait à un père, sa fille et sa femme.
Et peut-être que vous vous demandez pourquoi à ce moment-là, elles n'ont pas essayé d'appeler, de demander de l'aide. Il faut savoir que Ming avait toujours Bess à ses côtés avec son arme. Donc Marie savait très bien que si elle tentait quoi que ce soit, il était capable de tuer Bess directement. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Mais elles ont quand même tenté à leur manière de faire passer le message. Une fois, Marie s'était rendue dans un magasin pour acheter quelque chose, et lors du paiement, elle a fait exprès de payer avec un chèque vacances qui était à son nom. Elle s'est dit, grâce à ça, la banque va être alertée, et ils vont prévenir la police. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une autre fois, ça va être Bess qui a été laissée dans la voiture, elle a quand même un peu une partie de la fenêtre qui est ouverte, et elle aperçoit des adolescents qui sont pas loin. Elle les appelle, et là elle leur dit « Vous devez m'aider, je suis victime d'un kidnapping ». Malheureusement, les adolescents vont partir en rigolant et en lui disant qu'elle devrait arrêter d'inventer des histoires. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Ming avait obligé Marie à écrire 2 lettres. Elle a écrit une première lettre à Irv dans laquelle elle expliquait qu'elle était partie d'elle-même, qu'elle décidait de le quitter et qu'elle allait refaire sa vie avec Bess quelque part ailleurs. Et une autre qui était adressée cette fois-ci aux policiers, leur expliquant donc toujours pareil qu'elle était partie volontairement et qu'ils devaient donc cesser leur recherche. Arrive enfin le 7 juillet. Ça fait 53 jours qu'elles ont été kidnappées. Ming, ce jour-là, doit partir au travail, mais avant ça, il décide de parler à Bess et Marie. Et il leur dit « J'ai beaucoup réfléchi, et je pense que rester ici, ça commence à être trop risqué. À un moment ou à un autre, la police va quand même remonter jusqu'au fait que j'ai été un de vos élèves. Et donc je veux absolument pas prendre le risque qu'on nous retrouve ici, donc il vaudrait mieux changer d'état. Pour ça, j'ai pris la décision, je vais acheter un camping-car, et donc on va partir tous les 3. Marie, lorsqu'elle entend ça, elle comprend que là, ça devient très très compliqué. Et directement, elle se dit, si nous, on part de l'État, on va jamais nous retrouver. On va être trop loin, on va jamais en fait faire des recherches, parce qu'on n'aura aucune idée de où on est parti. Et donc dans sa tête, elle se dit qu'il faut absolument qu'elle trouve une solution maintenant. Pour elle, c'est vraiment maintenant ou jamais. Ming doit se rendre au travail, comme je l'ai dit précédemment, et il va donc les attacher au placard. En fait, ce qu'il faisait maintenant, c'est qu'il les mettait plus juste dans le placard, il leur laissait plus de liberté, et il faisait en sorte de mettre le câble sur une charnière, donc la charnière de la porte du placard, qui menait un peu donc dans la chambre, donc elles avaient plus ou moins accès. Ce qui fait qu'elles étaient toujours liées ensemble, mais sur la longueur du câble, elles pouvaient bouger. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Après ça, donc, il va les attacher et lui partir au travail. Marie, elle a quand même beaucoup observé la façon dont il attachait ce câble sur cette charnière. Et elle se rappelle que quand elle était petite, son père plusieurs fois a réussi à retirer des charnières sans marteau. Et elle se rappelle plus ou moins comment faire. Donc là, à ce moment-là, elle se dit, c'est maintenant qu'il faut que je tente le tout pour le tout. Elle va commencer à reproduire les mouvements qu'elle a vus. Elle va s'acharner donc sur cette charnière. Bess, en voyant ça, va commencer à faire une crise de panique. Parce que dans sa tête, elle a tellement peur que Ming revienne et les surprenne en train de faire ça. Elle a peur qu'il leur fasse du mal. Donc elle va se mettre à pleurer et elle va supplier Marie d'arrêter. Marie va se retourner auprès de sa fille et elle va devoir être un peu plus dure avec elle pour la raisonner. Et là, elle va lui dire « Il faut que tu me fasses confiance. On doit faire ça tous les deux, j'ai besoin de ton aide. » Et finalement, Bess va se calmer et elle va accepter de l'aider. Donc toutes les deux, elles vont continuer les mouvements autour de la charnière pour la faire céder. Et ça va finalement marcher. La charnière va céder et les 2 filles vont être finalement enfin détachées de ce placard. Elles vont pouvoir donc sortir, elles vont se ruer sur le téléphone. Marie va appeler directement les urgences et elle va dire « Je suis Marie Stauffer, victime de kidnapping et j'aimerais qu'on vienne nous chercher ». La police va bien sûr envoyer directement une équipe, mais ils vont aussi lui poser la question de « Est-ce que Jason Wickman est avec vous ?» Et en entendant ça, Marie comprend que quelque chose de très grave s'est passé. Parce que pour vous expliquer, bien sûr que Marie savait que Jason était dans le coffre avec elle avant, que Ming s'était saisi de lui et l'avait emmené quelque part. Elle lui avait posé la question justement. Et Ming lui avait répondu que non, il allait très bien, il lui a juste fait peur pour pas qu'il aille en parler à quelqu'un. Et en fait, lorsqu'elle entend la question des policiers, là elle comprend qu'il a fait quelque chose de pire que juste lui faire peur. Elles vont donc sortir de la maison en attendant les secours, elles vont se mettre à l'arrière du jardin, elles vont se cacher derrière une voiture. Les secours vont heureusement arriver très rapidement, on va pouvoir les mettre à l'abri, et surtout elles vont être libres et elles vont pouvoir retrouver leur famille. En parallèle, on va se rendre au magasin de Ming et on va facilement pouvoir procéder à son arrestation. Durant les premiers jours de sa détention, le FBI va découvrir plusieurs choses. Déjà, ils vont apprendre la vérité au sujet de Jason. Ils vont également découvrir que Ming a mis un contrat de $50 000 sur la tête de Marie et Bess.
Heureusement, ils vont le découvrir assez rapidement puisqu'ils observaient ses relevés bancaires. Et ils ont vu que 1 000 $ avaient été transférés à un autre détenu. Ils ont interrogé ce détenu et celui-ci a avoué que Ming lui avait proposé 50 000 $ pour tuer Marie et Bess. Il lui avait fait un premier virement de 1 000 et il lui avait promis le reste après que l'exécution soit effectuée. On va aussi découvrir un autre élément très important. On va réaliser que 5 années auparavant, Ming avait déjà tenté d'enlever Marie sans qu'elle le sache. Je vais vous expliquer. En fait, ça faisait donc 15 années que Ming était obsédé par Marie. Il a une liste de noms avec plusieurs personnes, mais la plupart des gens étaient fictifs, sauf elle. Elle était concrète. Ce n'était pas un personnage qu'il avait inventé, c'était son ancienne professeure. Et il va, surtout les 5 dernières années, la traquer énormément, essayer de la retrouver. Et 5 ans auparavant, il a justement réussi à retrouver son nom et son adresse au Minnesota. Il va donc se rendre dans cette maison durant une nuit, et il va braquer l'homme qui va ouvrir la porte. Il va rentrer à l'intérieur et il va lui demander d'appeler sa femme. Là, il se dit, c'est bon, je vais enfin pouvoir me saisir de Marie. La femme arrive et là, il se rend compte que ce n'est absolument pas elle. Et il commence à réaliser son erreur. Parce que Ming, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, Marie et Irv, ils étaient aux Philippines. Et les personnes qui étaient chez eux, c'était ses beaux-parents. Et en fait, il a compris que ce n'était pas elle quand il l'a vue. Et donc dans la panique, il va quand même ligoter les 2 personnes, il va les mettre dans une pièce et il va leur dire que s'il décide de parler à qui que ce soit, lui reviendra et il les tuera. C'est pourquoi ils ont gardé le silence pendant toutes ces années et que personne n'était au courant. Mais bien sûr, on va pouvoir enfin faire le rapprochement entre ces 2 affaires. Concernant Jason, on va découvrir la vérité, Ming va avouer, mais par contre il refuse de dire où se trouve le corps. Il dit qu'il sait où il est, mais qu'il ne veut pas le dire. Là, les policiers vont finalement décider d'établir un accord avec lui. Donc, il lui explique que si il leur montre où se trouve le corps, eux ne vont pas le poursuivre pour meurtre au premier degré, mais au second degré. Ce qui fait que ça réduit considérablement sa peine. Ming va accepter et on va pouvoir retrouver le corps de Jason. Et suite à l'autopsie, on va pouvoir confirmer qu'il est mort des suites qu'il a été attaqué, très violemment, avec probablement un objet en fer. 2 différents procès vont avoir lieu, un procès fédéral et un procès d'État. Le premier va se dérouler en 1980 et il va s'agir du procès fédéral qui va concerner le kidnapping de Marie et Bess et le viol de Marie. Le procès se déroule relativement bien et dans le calme jusqu'à ce que Marie vienne témoigner à la barre. À ce moment-là, Ming va se lever de sa chaise et se précipiter vers elle. Heureusement, les gardes qui sont présents vont rapidement voir ce qu'il fait et ils vont pouvoir le plaquer au sol et le ramener à sa chaise. Après ça, on va pouvoir reprendre le procès et on va finalement arriver à une conclusion, après un moment bien sûr, et on va déclarer Ming coupable et on va lui donner une sentence à perpétuité avec 30 ans de sûreté. Ce qui veut dire qu'il est condamné à vie, mais qu'au bout de 30 ans, il peut commencer à demander la liberté conditionnelle. Le deuxième procès, lui, est donc un procès d'État. Il va se dérouler en 1981 et il statue sur le meurtre de Jason. Marie est à nouveau présente durant ce procès puisqu'elle doit témoigner par rapport à ce qu'elle a vu. Et encore une fois, lorsqu'elle va commencer son témoignage, Ming va se lever de sa chaise et il va courir vers elle, sauf que cette fois, il a dans sa main un couteau qu'il a réussi à introduire illégalement dans le tribunal. Et le temps que les gardes réagissent, cette fois, il a le temps quand même de mettre le couteau sous la gorge de Marie. Heureusement, on arrive à l'intercepter à ce moment-là. Il va avoir comme une sorte de bagarre. Et dans cette bagarre, Marie va quand même recevoir un coup de couteau au niveau du visage, à peu près au niveau ici. Elle va recevoir un coup assez profond puisqu'elle va avoir 67 points de suture après cette attaque. Donc c'est vraiment assez profond. On va pouvoir reprendre le procès plus tard. Et finalement, à l'issue de celui-ci, on va déclarer Ming coupable de meurtre au second degré, puisque comme je vous l'ai dit, on avait passé un accord, donc ce sera une peine de 40 ans de prison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a donc une peine de 30 ans, une peine de 40 ans, mais elles ne sont pas en différé, elles sont en simultané. Ce qui signifie qu'il ne va pas faire 30 ans, puis par la suite 40 ans, ce sont les 2 en même temps qu'il effectue. Après ces événements, Marie et sa famille décident de reprendre le cours de leur vie, et de faire ce qu'ils avaient prévu. Donc ils vont repartir en mission chrétienne. Parce qu'en fait, Marie dit qu'elle ne veut pas que cet événement la définisse. Elle ne veut pas que ça change toute sa vie. Elle veut revenir à la personne qu'elle était parce qu'elle ne veut pas laisser ça l'impacter.
Ils vont donc continuer ce qu'ils voulaient faire durant des années et ils vont finalement prendre leur retraite et à ce moment-là, ils vont s'installer définitivement aux États-Unis. Bess de son côté est également aux États-Unis et elle a pu construire donc sa propre famille. Ming a fait une demande de libération conditionnelle en 2010, mais elle sera refusée suite principalement au témoignage du psychologue qui l'a eu en consultation. Celui-ci dira que d'après lui, Ming reste toujours une menace assez importante pour la société. Ça va être un énorme soulagement pour Marie et Bess, puisque Ming leur avait dit, il leur avait dit ces mots-là, il leur avait dit « Si jamais je me fais attraper et qu'on me met en prison pendant 25 ans, ne pensez pas que je vous oublierai. Dès que je sortirai, je vous retrouverai. Et si jamais vous êtes morte, je retrouverai alors vos enfants. » Donc imaginez le soulagement quand même pour elles deux, puisqu'en fait elles expliquaient que s'il était relâché, elles vivraient toutes les deux dans la peur. Parce qu'elles pensent vraiment qu'il est capable de recommencer. Tellement son obsession était si grande pour Marie. L'affaire a été beaucoup médiatisée au moment des faits bien sûr, mais également plus récemment en 2019, puisqu'un film a été diffusé et ce film parlait justement de toute cette histoire. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce film, moi personnellement je ne l'ai pas vu parce que je voulais pas que ça interfère au niveau de mes recherches, que je commence à confondre un peu la fiction, la réalité. Si jamais vous l'avez vu, je serais curieuse justement de savoir votre ressenti, de savoir si c'est assez similaire par rapport à ce que moi je viens de dire, ou si c'est vraiment très éloigné, il y a beaucoup plus d'éléments ajoutés, romancés. Donc je serais curieuse si jamais vous l'avez vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui le souhaitent, je vous mettrai bien sûr les détails du film dans la barre d'infos que vous pourrez retrouver. Concernant Ming, il est lui toujours en prison. On sait que sa santé s'est énormément dégradée puisque même en 2010, lorsqu'il s'était rendu à son procès en appel, il était arrivé en déambulateur. Et ça n'a fait que continuer. Un autre élément, c'est qu'après que sa demande d'appel a été refusée en 2010, on lui a demandé d'effectuer des soins psychologiques. Je ne sais pas si ça a été le fait, mais en tout cas je l'espère vraiment. Dans cette affaire, on peut vraiment voir comment un simple béguin pour quelqu'un peut se transformer en véritable obsession pour une autre personne. Il l'a traqué Marie, il était obsédé par elle, il l'a traquée pendant des années pour finalement, malheureusement, réussir à l'enlever à la fin. Il était tellement dans sa folie qu'il s'imaginait avoir une vie de famille avec elle, qu'elles étaient heureuses, que Marie était amoureuse. Et c'est allé au point où rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Il est allé jusqu'à enlever la vie d'un enfant qui n'avait rien à voir avec cette affaire. Marie et Bess sont restées débattantes tout le long. Et surtout, elles n'ont jamais perdu l'espoir. Ça, c'est une chose que Ming n'a pas réussi à leur enlever. C'est tout pour cette affaire, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à mettre un like, vous abonner et également activer la cloche des notifications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.